Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de grand format. L'épidémie de Covid-19 plombe encore les perspectives 2021 avec un début d'année qui a commencé par un couvre-feu à partir de 21h sur tout le territoire national. Dans cette émission, nous allons parler des conséquences économiques de la crise sanitaire, mais aussi des solutions de sortie de crise et de relance économique. L'occasion également de s'enquérir de l'état d'avancement des chantiers lancés dans le sillage de la pandémie, notamment la généralisation de la couverture sociale et la réforme du secteur public. Nous sommes au ministère de l'économie et des finances. Nous avons rendez-vous avec le ministre Mohamed Ben Chaboun que nous retrouvons tout de suite. Mohamed Ben Chaboun, ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration, bonjour. Bonjour. La crise sanitaire du Covid-19 s'est traduite par une récession économique sans précédent partout dans le monde. Première question, comment va l'économie marocaine à l'instant T? Et puisque vous venez de boucler le budget 2020, quelle est la situation des agrégats macroéconomiques? Écoutez, 2020 est une année, comme vous venez de le dire, inédite. Elle a été marquée par une crise sanitaire qui a traversé toute la planète dans un laps de temps relativement court. Et cela, évidemment, a eu des conséquences extrêmement lourdes sur le plan économique et financier, bien évidemment. Ils ont eu également des conséquences très lourdes sur le plan social. Et 2020 a été également marqué par un maître mot, c'est l'incertitude. L'incertitude sur est-ce qu'il y a un vaccin ou pas, est-ce qu'il y a un remède ou pas, et quelle est la durée de cette crise. À l'heure où je vous parle, ce n'est pas encore fini, ni chez nous ni ailleurs, mais il y a l'espoir évidemment du vaccin qui est là, et qui nous permettra probablement de dépasser en 2021 cette crise. Et nous avons essayé de bâtir d'ailleurs les lois de finances 2021 sur ces bases-là. Pour revenir à votre question, le Maroc évidemment n'est pas en reste. L'année 2020 a enregistré des réalisations qui sont globalement en ligne avec la loi de finances rectificative. C'est-à-dire, s'il faut citer quelques indicateurs, je pourrais en retenir deux qui me semblent importants. D'abord, 7,5% sera le déficit budgétaire enregistré. Donc c'est exactement le déficit qui était prévu au niveau du budget rectificatif. Et ça fait combien au milliard de dirhams, 7,5%? C'est à peu près 80 milliards de dirhams. Et puis pour ce qui concerne l'endettement, le taux d'endettement se situera autour de 76%, et c'est à peu près également ce qui était prévu dans la loi de finances. Alors, on va y revenir, la question de la dette, mais je vous invite d'abord à faire le point sur le fonds spécial Covid-19. Ce fonds a joué un rôle central et essentiel pour amortir le choc de la crise sanitaire. Vous êtes l'ordonnateur de ce fonds spécial. Le dernier bilan fait état d'un total de recettes de plus de 30 milliards de dirhams. Il en reste combien aujourd'hui? D'abord, le total des recettes du fonds sont supérieurs à 34 milliards de dirhams. Il y a dedans 10 milliards de dirhams qui proviennent du budget de l'État et un peu plus de 24 milliards de dirhams qui ont été collectés auprès des différents donateurs. Évidemment, les établissements et entreprises, aussi bien publics que privés, et puis évidemment les donateurs des personnes physiques qui ont été extrêmement nombreux à adhérer à cet élan qui a été lancé par Sa Majesté le Roi, comme vous le savez, très tôt par la création du fonds Covid vers le 12 mars. Alors, donc sur les 34 milliards de dirhams, il y a eu à peu près 29 qui ont été jusqu'à présent dépensés. 23 milliards ont été affectés aux ménages, aux aides aux ménages, qui se répartissent comme suit. À peu près 16,8 milliards pour le secteur informel, pendant les 3 mois où on a accompagné 5,2 millions de ménages qui sont dans le secteur informel. Et puis, il y a tous ceux qui sont dans le secteur formel, donc ceux qui étaient déclarés à la CNSS et qui ont consommé à peu près jusqu'à ce jour 6,8 milliards de dirhams. Donc il y a 23 milliards de dirhams d'aide aux ménages. Il y a 3 milliards de dirhams qui ont été en gros affectés à la santé. Donc c'est le ministère de la Santé qui a eu plusieurs virements qui ont totalisé 3 milliards de dirhams durant l'année 2020. Et puis il y a 3 milliards de dirhams qui ont été affectés au soutien aux entreprises, mais dans le cadre du fonds
de garantie, qui est la CCG aujourd'hui et qui va subir une transformation dans les semaines à venir pour se transformer en société de financement et de garantie de l'entreprise. Bien, donc il en reste combien? Donc il reste 5,3 milliards de dirhams exactement. La loi de finances 2021, c'est un budget qui est construit autour du plan de relance de 120 milliards de dirhams. Comment on qualifierait ce budget? Est-ce que c'est un budget de crise, de soutien d'activité ou bien un budget de sortie de crise, voire de relance? Écoutez, d'abord, je voudrais rappeler que les 120 milliards de dirhams ressortent d'un discours de Sa Majesté à l'occasion de la fête du trône. C'était une injection dans l'économie de 120 milliards de dirhams, on va dire supplémentaire par rapport à ce que fait l'État de manière générale pour l'affecter à la relance économique. Donc 120 milliards de dirhams, après évidemment quand ça a été décliné par le gouvernement, c'était réparti en deux paquets. D'un côté, il y a 75 milliards de dirhams qui devaient couvrir les crédits garantis par l'État et qui vont être évidemment décaissés par le système bancaire. Et de l'autre côté, il y a les 45 milliards de dirhams qui devaient aller vers l'investissement à travers le fonds d'investissement stratégique tel qu'il a été annoncé à l'occasion du discours du 29 juillet et pour lequel Sa Majesté le Roi a bien voulu lui donner le nom de fonds Mohamed VI pour l'investissement à l'occasion de l'ouverture de l'actuelle session parlementaire. Donc les 120 milliards se décomposent comme suit. Il y a donc les 75 qui vont aller vers les crédits d'exploitation et qui ont permis et qui vont permettre surtout aux entreprises de faire face à leurs besoins pour le redémarrage de l'activité, ou préalablement à la résistance. Et puis maintenant, on est en phase évidemment de déploiement des outils qui permettront d'aller vers la véritable relance, c'est-à-dire vers l'investissement. Alors, parlons un peu du fonds Mohamed VI pour l'investissement. C'est un mécanisme, vous venez de le dire, un mécanisme de financement qui nourrit beaucoup d'espoir et d'attentes chez les opérateurs économiques. Vous avez déjà expliqué la structuration du fonds, son mode d'intervention, etc. La question que les entreprises se posent aujourd'hui, c'est la concrétisation des financements. Alors, c'est pour quand les premiers financements du fonds Mohamed VI? Alors, deux petites choses. D'abord, il y a un processus législatif. À partir du moment où Sa Majesté avait demandé à ce qu'on confère au fonds d'investissement stratégique la personnalité morale, c'est-à-dire qu'il va devenir une société anonyme avec un certain nombre évidemment de prérogatives. Et donc il y avait une loi de création du fonds Mohamed VI pour l'investissement qui a été présentée et qui est aujourd'hui votée. On attend sa publication dans les jours à venir au bulletin officiel. La deuxième chose, c'est que sur le plan, comme vous dites, opérationnel, le gouvernement avait créé un fonds d'affectation spéciale par décret il y a déjà quelque temps. Et ce fonds d'affectation spéciale, qui devait se transformer justement en fonds Mohamed VI pour l'investissement, va agir dans l'intervalle, dans le cadre d'un partenariat avec le système bancaire, et pour encourager l'investissement dans le cadre de ce qu'on appelle des fonds participatifs. Et ces conventions vont être signées vraiment dans les jours à venir avec le système bancaire dans le cadre d'un comité de veille économique qui est en cours de programmation. Donc le fonds d'investissement Mohamed VI, c'est 45 milliards de dirhams, donc 15 milliards de dirhams déjà mobilisés à travers le budget général de l'État. Reste 30 milliards à mobiliser auprès des bailleurs de fonds et des institutionnels. Est-ce que vous avez pu avancer à ce sujet? Alors nous travaillons évidemment dans deux directions. Nous travaillons avec les organismes internationaux et nous travaillons évidemment sur le marché domestique. Ce matin même, j'avais une réunion du comité du marché des capitaux et j'avais interpellé les institutionnels marocains pour qu'ils justement se penchent sur les fonds thématiques dans lesquels ils souhaiteraient intervenir. Et nous allons travailler dans les jours à venir pour effectivement finaliser ce qui peut être fait en concertation avec les acteurs marocains. Mais au niveau du ministère des Finances, nous travaillons avec les bailleurs de fonds internationaux depuis un certain temps et il y a beaucoup de promesses d'accompagnement de ce que nous comptons faire dans ce cadre par l'international. Donc je crois que ce qu'il faudrait retenir là-dedans, dans les deux mécanismes, c'est que l'État, en dehors de ce que l'État a l'habitude de faire, injecte 120 milliards de dirhams dans l'économie, mais à travers des mécanismes nouveaux sur lesquels la notion de levier financier joue pleinement. Donc l'État met globalement à peu près 5 milliards de dirhams pour couvrir les risques de garantie, mais en face,
le monde économique profite de 75 milliards de dirhams de crédit. Et de l'autre côté, il y a 15 milliards de dirhams qui vont être mis par le budget de l'État dans le fonds Mohamed VI. Mais ce qui va être mobilisé en termes de financement pour l'investissement, c'est évidemment 45 milliards de dirhams. Et naturellement, le 45 milliards de dirhams, c'est un minimum sur lequel on compte, mais nous allons le dépasser, bien entendu. Alors, le Fonds Mohamed VI pour l'investissement va contribuer au financement des grands projets structurants. Est-ce que vous avez déjà identifié les premiers projets qui bénéficieront du financement de ce fonds? Non, le Fonds Mohamed VI ne va pas financer que les projets structurants. Le Fonds Mohamed VI va être organisé autour d'un certain nombre de fonds thématiques. Lors du discours de Sa Majesté du 9 octobre dernier, il avait annoncé 6 fonds thématiques déjà, qui vont être les premiers fonds qui vont être opérationnalisés. Et parmi ces fonds, il y a un fonds qui est dédié à l'infrastructure, au partenariat public-privé. Celui-là va intervenir sur les projets structurants et les projets importants dont vous venez de parler. Mais les autres fonds thématiques, il y a un fonds par exemple pour la PME-PMI. Donc celui-là, il va être extrêmement ouvert, il est horizontal, il n'est pas sectoriel. Et il y a des fonds sectoriels, par exemple, il y a un fonds pour la restructuration de l'industrie, il y a un fonds qui va être dédié à l'agriculture, etc., etc. Donc c'est comme ça que nous nous sommes organisés. Ce ne sont pas des fonds sectoriels, ce sont des fonds thématiques. Parfois le thème se confond ou coïncide avec le secteur, mais globalement, ce sont des fonds thématiques qui peuvent concerner l'infrastructure de manière horizontale. Dans l'infrastructure, on peut trouver des infrastructures portuaires, mais on peut aussi trouver de l'énergie. On est toujours dans l'infra. Dans les partenariats publics-privés, il y a tous les projets structurants qui peuvent être effectivement structurés de manière à ce qu'ils puissent être gérés en partenariat avec le secteur privé. Et tous ces mécanismes, en fait, sont des mécanismes qui permettent de démultiplier l'action de l'État et les fonds investis par l'État. Donc si je mets par exemple 1 milliard de dirhams par le fonds Mohamed VI, et si je mets 3 fois ou 2 fois ce montant par les fonds thématiques, on peut financer un projet qui représente 10 fois le montant initial. Et donc c'est ça le principe, c'est que le fonds Mohamed VI pour l'investissement, joue un rôle de levier et de création d'une dynamique supplémentaire, additionnelle à ce que fait l'État d'habitude. Alors, la généralisation de la couverture sociale, c'est l'un des grands chantiers ouverts dans le sillage de la réforme et du plan de relance. La généralisation de l'assurance maladie obligatoire est annoncée dès 2021. Est-ce que vous êtes prêt? Les chantiers sociaux annoncés par Sa Majesté le Roi sont structurés autour de 4 points. Il y a l'assurance maladie obligatoire qui consiste en la couverture santé. Et puis, il y a 3 autres points qui sont d'abord les allocations familiales, ensuite il y a les retraites et puis il y a l'indemnité pour perte d'emploi. Donc ce sont ces 4 chantiers qui ont besoin d'être conduits sur une période de 5 ans par l'État. Et bien évidemment, la priorité a été donnée à la couverture sociale. D'abord, le contexte le veut, surtout l'orientation de Sa Majesté va dans ce sens. Et effectivement, l'assurance maladie obligatoire va être conduite sur les 2 prochaines années, 21-22, et parce qu'il y a 22 millions de Marocains qui sont concernés. Il n'y a que 14 millions qui sont couverts aujourd'hui par la CNSS et la CNOPS, ou le CMAM demain, en matière d'assurance maladie obligatoire. Donc il y a 22 millions, ça veut dire qu'on va pratiquement faire 1,5 fois à 2 fois le nombre de personnes et de ménages couverts aujourd'hui. Et aussi le RAMED, vous allez l'intégrer. Alors, donc les 22 millions sont constitués en gros à 50% par des ramédistes et 50% par des travailleurs non salariés, des indépendants, mais qui ne bénéficient d'aucune couverture maladie. Et donc le principe est de faire en sorte que ceux qui bénéficient aujourd'hui de la carte RAMED, et qui est un régime qui n'est pas un régime assurantiel, mais un régime d'assistance, se transforme en régime, tout le monde bénéficiera du même système de base qui est garanti pour tous, qui est l'assurance maladie obligatoire. C'est vers ça que nous sommes en train d'aller. Et effectivement, l'année 2021 avait besoin, pour que ça démarre vite, de 2 actions importantes. La première, elle était en faveur d'une population extrêmement large, de tous ces travailleurs non salariés, ces commerçants, ces artisans, etc., et qu'on a regroupé au niveau de la loi de finances 2021 dans ce qu'on appelle les forfaitaires, ou ceux qui payent le forfait. Donc c'est
tous ces gens-là qui ont des commerces de proximité, je disais, eh ben, ils vont demain pouvoir payer dans une contribution unique aussi bien l'impôt local ou national que la cotisation sociale. Et le barème de cette cotisation sociale figure dans la loi de finances 2021. Et donc c'est une population extrêmement importante qui aujourd'hui va pouvoir, dès l'année 2021, effectivement adhérer au système de la CNSS, de l'AMO, de la CNSS, dans le cadre de cette CPU qui est aujourd'hui claire et qui est opérationnelle à partir justement du 1er janvier 2021. Il n'y a pas que cela, évidemment, il y a tout le reste. Alors quand je disais tout le reste, c'est qu'il y a un ensemble de textes législatifs qui ont besoin d'être effectivement revisités pour s'adapter aux orientations de Sa Majesté dans ce sens. Alors qui va financer la généralisation de l'AMO? Est-ce que c'est l'État, les assurés? D'abord, il y a tout un calcul qui a été fait avant évidemment d'aller plus loin et ce calcul met en évidence la nécessité de disposer globalement d'un minimum de 9 milliards de dirhams chaque année supplémentaires de contribution de l'État. Et pour cette année 2021, ça va coûter un peu plus de 4 milliards de dirhams. Et ces 4 milliards de dirhams vont être possibles parce que nous avons créé dans la loi de finances 2021 les ressources nécessaires pour justement prendre en charge cette dépense de l'année 2021. Alors, et c'est la contribution sociale des entreprises et des salariés qui est prévue dans ce sens. Deux mots sur la réforme du secteur public. Cette réforme prévoit entre autres la création d'une agence nationale pour gérer les participations de l'État. Je pense aujourd'hui que la loi est prête. Quelle est la prochaine étape et comment va se décliner cette réforme? D'abord, il faut rappeler que les entreprises et les établissements publics jouent un rôle extrêmement important dans la dynamique économique marocaine, de par leur place dans l'investissement public et en termes de création de valeur. Donc, ils sont, de par leur mission, je parle des établissements notamment marchands, donc on pense à un ensemble de quelques 50-60 entreprises publiques ou établissements publics qui donc investissent autour de 100 à 110 milliards de dirhams chaque année. Maintenant, face à cet investissement et au rôle important qui leur est dévolu par les textes, il y a évidemment un certain nombre de considérations, d'optimisation, de synergie et de retour sur investissement de la part de l'État qui est posée. Alors cette productivité de ces établissements publics est recherchée à travers une réorganisation d'ensemble autour d'une agence des participations, d'une agence nationale de gestion stratégique des participations de l'État et pour laquelle le texte est aujourd'hui effectivement chez le SGG. Il sera présenté incessamment donc, au gouvernement et en circuit d'adoption par le Parlement. Ça, c'est l'agence qui va gérer comme une sorte de holding des participations de l'État et à laquelle seront rattachés tous les établissements et entreprises publiques marchands. Marchands, c'est-à-dire qui réalisent un chiffre d'affaires, qui ont un résultat, qui ont un compte d'exploitation, etc. La deuxième chose, c'est que cette optimisation du fonctionnement suppose que les synergies au sein du pôle public jouent. Et ces synergies, on les a imaginées autour de holdings sectoriels ou par affinité au niveau des interventions. Et donc ces holdings vont permettre d'avoir deux choses. Un, de mettre en commun un certain nombre de services et de moyens. Et la deuxième chose, c'est que tout ce qui est financier puisse être agrégé au niveau des holdings pour pouvoir accéder à des financements de manière beaucoup plus facile et beaucoup moins chère. Donc comme ça se fait d'ailleurs dans d'autres domaines. Donc ça, c'est un travail qui est en cours. Et ce qui est également... Justement, Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez nous citer les principaux holdings que vous proposez dans le cadre de cette réforme? Alors, il y a quelques réflexions qui sont déjà abouties et d'autres qui sont en cours de discussion avec les départements concernés. Mais globalement, on peut très bien imaginer que le transport constitue un pôle séparé, que par exemple tout ce qui concerne les mines est un domaine, que ce qui concerne l'énergie est un domaine, etc. Alors si on prend l'exemple du transport, est-ce qu'on peut envisager par exemple un holding qui regroupe ONCF, Royal Air Maroc? Aujourd'hui, évidemment, nous ne sommes pas dans ce détail, mais nous sommes dans les principes qui doivent être posés
dans le cadre d'une réforme globale et les structurations de ces pôles dépendent parfois au préalable d'une réorganisation des entreprises elles-mêmes. C'est-à-dire que sans la réorganisation de certains établissements publics, par exemple si on prend l'ONDA, elle a en même temps une mission régalienne qui est le contrôle aérien et en même temps une mission un peu marchande qui est la gestion des aéroports et des franchises, etc., qui sont dans les aéroports. Alors donc il faut séparer ces deux missions et pour pouvoir imaginer évidemment une structuration et un rapprochement entre les entités. Donc ce travail qui est en train de se fait avec les établissements concernés et se fait avec les tutelles et pour qu'on puisse aboutir à un fonctionnement optimal, aussi bien de ces holdings que en fait, des participations de l'État dans leur ensemble. Donc c'est les missions qui seront dévolues à l'agence, c'est la gestion stratégique des participations de l'État. Est-ce que vous avez fixé un calendrier pour l'implémentation de cette réforme? Alors l'idée, c'est justement que cette réforme soit consacrée dans un texte, dans une sorte de loi de programmation qui doit fixer à peu près 5 ans pour finaliser tout le processus. Alors que répondez-vous à ceux qui pensent que la création de ces mastodontes publics pourrait entraîner des distorsions dans le marché? Non, les rapprochements qui sont envisagés par le gouvernement dans le cadre de ce qu'on vient de dire, visent essentiellement la recherche de l'optimisation de le fonctionnement du pôle public, l'optimisation des investissements réalisés par l'État, la mise en commun des moyens et pas la distorsion ou d'introduire des distorsions du marché. Bien sûr, on veillera à ce que ça ne se produise jamais. Quand on parle du chemin de fer, on n'est pas en train de faire de la concurrence à notre secteur. Quand on parle des autoroutes, on ne fait pas de la concurrence à notre secteur. Et quand on parle des aéroports ou des ports, c'est pareil. Par contre, la recherche d'un modèle de fonctionnement différent que celui qui a prévalu jusqu'alors est nécessaire si on veut donner de l'oxygène à ce qui s'est fait jusqu'à présent et qui a rendu des services. Si on prend par exemple Autoroute du Maroc, elle a été créée comme établissement public, l'État a injecté globalement 11 milliards de dirhams et elle s'est endettée pour 40 milliards de dirhams. Alors une fois qu'on a atteint ça, est-ce qu'on continue à s'endetter ou est-ce qu'on révise le modèle dans le cadre d'une autre vision pour pouvoir aller plus loin dans la gestion du transport? Et la gestion du transport doit être vue comme étant un aménagement du territoire qui peut concerner évidemment la route, qui peut concerner le chemin de fer, qui peut concerner d'autres moyens d'accès ou de désenclavement. Et donc la problématique est posée en ces termes. On a tendance à l'oublier, vous êtes aussi ministre en charge de la réforme de l'administration. Où en est la réforme de l'administration? Alors écoutez, la réforme de l'administration a été évoquée de manière récurrente dans les discours de Sa Majesté pour qu'il y ait une procédure dans le sens de l'amélioration de la relation aux citoyens et de l'amélioration de la qualité de service. Et je pense que la loi 55-19, qui a été adoptée il y a quelques mois, constitue une première réponse, mais en même temps une révolution dans la relation entre l'administration et les usagers. Franchement, la loi 55-19, pour laquelle il y a eu un décret qui a été adopté en septembre dernier, a apporté énormément de réponses aux problèmes ou aux objectifs qui sont en tout cas posés. D'abord, je pense qu'on peut citer le silence vaut accord. D'accord ? C'est-à-dire que quand l'administration ne répond pas au bout d'un certain temps qui a été fixé par la loi, eh bien on considère que l'administration a donné l'accord. Deuxièmement, il y a des délais qui ont été précisés pour que l'administration passe au tout électronique. 3, aucune administration ne peut demander à une autre administration des documents qu'elle peut obtenir, demander à un citoyen ou à un usager des documents qu'elle peut obtenir auprès d'une autre administration parce qu'elle n'a qu'à s'organiser pour pouvoir les obtenir directement, etc., etc. Et donc il y a tout un ensemble de dispositions qui ont aujourd'hui force de loi et qui donnent plus de garanties aux citoyens et qui surtout imposent aux administrations des délais pour aller vers notamment une informatisation quasi totale
Et cela va aller dans le sens de l'amélioration de la transparence, des réductions des délais de traitement, etc. Alors récemment au Parlement, on a vu que vous avez tapé un peu du poing en évoquant les dysfonctionnements du système de nomination aux hautes fonctions, manque de stabilité des hauts fonctionnaires, clientélisme, système de rémunération inadapté. Que proposez-vous pour remédier à ces lacunes? Bon, la problématique de nomination aux emplois supérieurs est régie d'abord par des dispositions constitutionnelles, les articles 49 et 92. Et puis, il y a eu une des premières lois organiques qui a été adoptée au lendemain de l'adoption de la Constitution par notre pays. C'est la loi 0212, la loi organique 0212 de nomination justement aux hautes fonctions. Alors, et ensuite, il y a eu un décret qui détaille les procédures. Aujourd'hui, nous avons un recul de 9 ans d'exercice. Et durant ces 9 ans, il y a eu la nomination de plus de 1250 postes. Donc nous avons suffisamment de recul pour avoir une lecture objective et un diagnostic qu'il faut poser de façon à ce qu'on puisse améliorer ce qui a été fait jusqu'à présent. Alors évidemment, il y a un certain nombre de lacunes dans ce qui se fait aujourd'hui. Sa Majesté a rappelé dans le dernier discours la nécessité de revisiter tout cela. Et nous sommes actuellement en train de préparer justement un texte pour la révision aussi bien de la procédure que éventuellement de la loi organique elle-même. Alors, parlons un peu de la situation de la dette publique. Vous avez fait le choix d'assumer plus de dettes pour sauver l'économie. Alors, hormis le tirage de la LPL et les 2 sorties du Trésor sur le marché international, ça fait environ 7 milliards d'euros. Mis à part ces 7 milliards, on a vraiment perdu le compte. À combien s'élève la dette Covid? Et puis, question classique, est-ce que le niveau d'endettement reste soutenable à votre avis? Il y a plusieurs questions dans votre question. Je vais essayer de répondre dans un certain ordre. D'abord, la dette est le corollaire du déficit budgétaire. Quand vous faites du déficit, c'est-à-dire vous faites 100 en recettes et vous dépensez 150, vous avez 50 en déficit, ces 50, il faut les financer. Et ça, vous les financez par de la dette, en règle générale. Donc, à partir du moment où on vit une situation de crise sanitaire qui a eu un impact économique, cet impact économique s'est traduit par une baisse des recettes de l'État, parce que l'activité économique n'étant pas là, la valeur ajoutée baisse. Et si la valeur ajoutée baisse, la TVA baisse. Et puis, il y a des gens qui perdent leur emploi, donc l'impôt sur les revenus baisse, etc. Donc les recettes de l'État, dans leur ensemble, ont baissé. Et globalement, il y a 40 milliards de dirhams en moins. Pour faire simple, 40 milliards de dirhams, ça fait 4 points de PIB, de déficit supplémentaire. Et globalement, c'est à peu près ça qui s'est passé. C'est-à-dire que nous avions prévu 3,5% de déficit budgétaire dans la loi de finances initiale et on va finir l'année avec 7,5% de déficit budgétaire. Donc si il y a lieu de dire est-ce qu'il y a une dette Covid, moi je ne l'ai jamais calculé, mais pour répondre à votre question, on peut dire qu'il y a à peu près 40 milliards de dirhams de dette supplémentaire du fait du Covid. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans les chiffres que vous avez présentés, il faut faire la part des choses. Il y a les 3 milliards de dollars qui ont été prélevés sur la ligne ou tirés sur la ligne LPL, la ligne de précaution et de liquidité auprès du Fonds monétaire international. Ce n'est pas de la dette. C'est un dépôt auprès de la Banque centrale qui n'est pas venu augmenter la dette du Trésor. D'accord ? Donc c'est juste un dépôt auprès de la Banque centrale, mais qui est venu comme s'il est en devise. Il vient renforcer les réserves de devises du pays. Donc les non-réserves ont augmenté, mais la dette n'a pas augmenté par cette ligne. Ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas besoin d'argent. Mais cet argent n'est pas venu dans les comptes du Trésor. Par contre, le Trésor a eu recours, dans le cadre de l'arbitrage qu'il fallait, et dans les choix qu'il fallait opérer, entre de la dette intérieure, comme il le fait d'habitude, et la dette extérieure. Comme les besoins du pays ont augmenté, si on devait aller uniquement vers la dette intérieure, cela veut dire que le Trésor va ponctionner les liquidités du marché en dirhams au détriment de l'économie marocaine. C'est-à-dire que, par exemple, si les banques prennent leurs liquidités et les donnent ou souscrivent en bons du Trésor, ils n'auront plus d'argent, ils n'auront plus de liquidité pour financer l'économie. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet d'éviction. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le Trésor vienne en concurrence au financement de l'économie.
il doit pouvoir éponger toutes les surliquidités supplémentaires pour les injecter à sa manière dans les investissements publics. Donc, à un moment donné, il faut que l'intervention du Trésor sur le marché domestique, soit bien surveillée et complétée, comme c'est le cas pour cette année, de manière exceptionnelle, par un recours à l'endettement extérieur. Alors, c'est tout ça qui a été vu très tôt, dès que la pandémie a été déclarée au Maroc. Il y a eu d'abord la décision de Sa Majesté de créer le fonds Covid, on en a parlé. Et puis, juste après, on est parti pour créer au Parlement, pour créer d'un côté, évidemment, le compte d'affectation spéciale pour le fonds Covid, mais en même temps, on a demandé au Parlement l'autorisation qu'il doit donner pour déplafonner la dette extérieure au gouvernement durant l'année 2020. Alors, je rappelle que dans toutes les lois de finances, l'endettement n'est pas plafonné au niveau local, mais par contre, il est plafonné chaque année au niveau de l'endettement extérieur. Donc, à titre exceptionnel, on a demandé le déplafonnement. Donc, les deux mesures d'urgence qu'on a actionnées au mois de mars, c'est d'un côté le déplafonnement de la dette extérieure et de l'autre côté le tirage sur la ligne LPL, ce qui a permis de rassurer d'abord les marchés et de pouvoir justement aller s'endetter sur les marchés extérieurs à des taux extrêmement intéressants. Alors après, quand on regarde quel est le montant ou la part de la dette extérieure dans le portefeuille de la dette, aujourd'hui le Maroc est à 24% dette extérieure, 76% dette intérieure, globalement. Maintenant, les montants qui ont été levés pendant cette année, pendant l'année 2020, c'est à peu près 62 milliards de dirhams en dette extérieure et 152 milliards en dette intérieure. Alors ça, c'est le brut. Évidemment, chaque année, il y a des tombées. Des tombées, et c'est la différence qui constitue l'endettement additionnel. Et ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, les fameux 40 milliards de dirhams de plus. On a assisté à des remboursements inhabituels, aussi bien du côté de la LPL, une partie de la LPL a été remboursée, mais aussi au niveau de la dette interne. Est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle stratégie de gestion active de la dette du Trésor ? Alors, d'abord, la gestion active de la dette est recommandée. Et elle fait partie des articles des lois de finances qui donnent au gouvernement l'habilitation pour faire une gestion active de la dette. Le Trésor doit gérer la trésorerie au mieux. Donc, à la fin de l'année, au mois de décembre, nous avons levé 3 milliards, puis levé 3 milliards de dollars sur les marchés internationaux. Et donc, nous avions une liquidité supplémentaire à la fin de l'année. Donc, le Trésor rachète sa propre dette. Pourquoi il rachète la dette ? D'abord pour gérer au mieux, évidemment, le service de la dette, mais en même temps pour être présent le plus rapidement possible sur le marché à partir du mois de janvier, pour que justement les acteurs du marché trouvent toujours du papier à acheter. Donc ça permet d'optimiser. Et quand je disais au début, nous sommes à 76% de taux d'endettement, conformément à ce qui était prévu dans la loi de finances rectificative, eh bien, c'est lié au fait qu'il y a justement cette gestion active. Alors, quant au remboursement de la dette extérieure, ce n'est pas un remboursement de dette, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois, c'est le dépôt de la Banque centrale. On s'est mis d'accord entre le ministre des Finances et le gouverneur de la Banque centrale pour rembourser le tiers à peu près de la LPL. Et c'était un message extraordinaire de la part du Maroc au marché. C'est de dire la situation des finances publiques et la situation des réserves de change du Maroc est confortable. Et donc c'est un signal supplémentaire du sérieux et de la bonne gestion des réserves de change. Est-ce que vous avez l'intention de renouveler la LPL ? Dans l'état actuel des choses, non. Mais rien ne s'oppose à ce qu'on réfléchisse effectivement à un mécanisme, peut-être pas qui s'appelle la LPL, mais un autre mécanisme qui est, in fine, un mécanisme assurantiel. Parce que la LPL, c'est une assurance. Et heureusement que le Maroc en a disposé, parce que ça lui a permis rapidement d'avoir le matelas qui rassure et qui lui a permis pendant toute l'année de lever sur les marchés à des taux qui sont extrêmement bas. À un moment donné, on parlait de lignes de crédit modulables, un mécanisme de financement du FMI. Est-ce que c'est le cas ? Oui, évidemment, ça fait partie des mécanismes qui sont proposés par le Fonds pour les pays émergents.
Mais nous n'avons pas encore, à ce jour, ouvert de discussion avec le Fonds monétaire dans ce sens. Bien, alors la question du remboursement de cette dette suscite un grand débat partout dans le monde. Comment cette dette sera financée? Est-ce qu'il faut s'attendre à une hausse des impôts dans les prochaines années au Maroc? Alors, il y a deux éléments. Il y a la dette, il y a le service de la dette, c'est-à-dire ce que coûte la dette. Ce qui est intéressant à noter, c'est que globalement, par exemple sur l'année 2020, et quelles que soient les maturités, nous en avons de 5 ans à 30 ans, puisque nous avons levé également en dollars jusqu'à 30 ans, et nous avons une moyenne de 2,3% de taux d'intérêt, ce qui est relativement bas, et ce qui fait qu'en 2021, le service de la dette, c'est-à-dire le coût de la dette, sera inférieur à celui de 2020. Donc même si l'endettement dans son ensemble a augmenté, le coût de l'endettement n'est pas plus fort. Donc il ne pèse pas lourd sur le budget de l'État. Donc ça, c'est le coût de la dette tel qu'il est supporté par les différents exercices et les différentes lois de finances. Par contre, par rapport à votre question, bien évidemment, quand on contracte une dette, ça veut dire qu'il faut la rembourser. Et plus elle est longue, plus les générations futures devront la rembourser. Alors ce qui est important, ce n'est pas la dette. D'ailleurs, c'est comme ça que le paradigme est aujourd'hui revu. Ce qui est important, ce n'est pas la dette, c'est la croissance. C'est-à-dire qu'il faut s'endetter pour créer de la richesse. Et s'il y a de la richesse, évidemment, il n'y a pas de sujet. Le problème de la dette se pose quand on s'endette et qu'on ne crée pas de croissance. Et que c'est-à-dire que l'argent qui est levé ne va pas dans la création de richesse, mais va juste dans la consommation ou dans d'autres dépenses qui sont moins utiles à la communauté. Dernière question, le fameux emprunt national. On en parle beaucoup ces derniers temps. À quoi servira cet emprunt et est-ce que vous avez déjà arrêté les paramètres de cette sortie du Trésor? Nous n'avons pas encore arrêté les paramètres. Par contre, nous avons commencé les discussions avec les principaux acteurs concernés du marché des capitaux pour voir quelles sont les conditions qui permettraient d'assurer le plus de succès à cet emprunt national. On voudrait qu'il y ait une grande mobilisation nationale autour de cet emprunt. Et nous avons déjà jeté les bases d'un encouragement pour cet investissement dans la loi de finances 2021 puisque nous avons prévu une exonération fiscale. Et la deuxième chose, nous sommes en train de nous orienter vers l'émission de coupons qui soit suffisamment petits pour qu'il y ait le maximum d'adhésion des Marocains, quelle que soit leur épargne. Et puis, ça sera une autre catégorie d'investisseurs à laquelle on va assurer une liquidité parce qu'on va l'ouvrir en termes de négociation sur la bourse. Donc ça va être coté à la bourse de Caire. Oui, absolument. Ça va permettre de réduire le déficit budgétaire. C'est une dette comme une autre. Au lieu d'émettre des bons du Trésor réservés à des institutionnels, ça va être une dette du Trésor, mais qui est ouverte évidemment à tous les Marocains. Et c'est pourquoi on l'appelle emprunt national, assorti d'un certain nombre de conditions qui ferait que c'est une association de tous les Marocains à un projet d'envergure. Vous avez évoqué 2 points essentiels, la relance de l'économie de manière générale, et puis toute cette réforme sociale voulue par Sa Majesté. Mohamed Ben Chaboun, ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, chers internautes, d'avoir suivi cette émission. À très bientôt.